Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur Mosaïque Cristal. Au sommaire de cette édition, le viaduc de Rosebruck, situé entre Frémin-Merlebach et Forbach, subit d'importants travaux de réfection. Nous reviendrons sur le drame aussi qui a touché la cathédrale Notre-Dame ce lundi. On écoutera vos réactions. Et Sandrine nous accompagne. Salut. Salut. Alors avec toi, on parlera série à l'occasion de la sortie de la saison 8 de Game of Thrones. Oui, c'est ça. Alors on s'est posé une question, comment ne pas se faire spoiler? Ça veut dire quoi spoiler? Alors si on prend juste le terme vraiment, le spoil, la traduction littérale en anglais, c'est gâcher. Donc c'est un petit peu quand en fait on raconte par exemple la fin de l'épisode et qu'on gâche la surprise. Comme si maintenant je te disais, est-ce que tu as vu le dernier épisode de la série? Et tu me disais non et je te disais, à la fin il meurt. Voilà, ça c'est un spoil. Ah oui, c'est vraiment pas cool effectivement, on n'a pas du tout envie de savoir, surtout quand on est fan. Merci, on en parle un peu plus tard dans notre journal. On démarre cette émission à Eken-Ransbach avec Marie-Morgane. Salut. Salut Margot. Alors dans cette émission, on va évidemment revenir sur l'incendie qui a touché la cathédrale Notre-Dame de Paris. Sur notre secteur aussi, par le passé, des édifices religieux ont subi des dégâts. Oui, alors ce n'est évidemment pas dans les mêmes proportions, mais en mai 1954, la foudre s'est abattue sur l'église de Sarralbe. L'une des deux tours s'était effondrée. Et plus récemment, en janvier 2018, c'est sur l'église de Mouterhouse qui a subi de graves dégâts. C'était suite à la tempête Eleanor et le toit s'était effondré. Alors évidemment, ces catastrophes sur des édifices religieux touchent beaucoup de monde. On le voit depuis lundi avec les réactions suite à l'incendie de Notre-Dame de Paris. Alors aujourd'hui, on s'est rendu avec Laurie à la chapelle d'Eken-Ransbach qui date de la même époque que la cathédrale de Paris pour en savoir plus sur sa construction et sur son importance pour le patrimoine. Merci beaucoup Marie-Morgane, on y revient juste après. Place d'abord à l'essentiel de l'info. Gagnante toutes les semaines, toute l'année, c'est chez Best, votre centre commercial à Paris-Bersvillers. Manger dans l'obscurité totale, c'est l'expérience qu'ont pu vivre 80 personnes hier. En 2 services, l'association Vue d'Ensemble a souhaité les sensibiliser au handicap visuel. Dans la salle, les plats ont été amenés à table pour des non-voyants ou malvoyants, aux convives ensuite de découvrir et deviner ce qu'il y avait dans l'assiette. L'association avait pour l'occasion privatisé le restaurant de la Petite Auberge à Sarreguemines. Autre événement de Vue d'Ensemble, une projection en présence d'Yves Wanzy, malvoyant et fondateur de l'association. Pour sensibiliser à ce handicap, il a participé à un voyage en Sibérie. De ce périple en milieu hostile est né un documentaire diffusé vendredi dernier. Le conférencier était l'invité de l'association Art de Vie. Les travaux de la future zone commerciale de Rohrbach avancent. Les ouvriers ont terminé l'assainissement et l'enfouissement des réseaux. Ils s'occupent actuellement de la voirie pour attaquer rapidement les enrobés. D'ici 15 jours, une déviation sera mise en place pour la circulation. Les usagers emprunteront le nouveau giratoire de la zone, libérant l'autre partie de la route afin que les ouvriers continuent les travaux. La cour de l'école primaire Adolphe Yvon de Volminster est en cours de réaménagement. En mauvais état, la municipalité profite des vacances de Pâques pour la rénover entièrement. Afin que l'eau ne stagne pas et que la couche d'enrobé ne dépasse pas le sol du préau, il est nécessaire de refaire les fondations avant la pose de l'enrobé. Comme un poisson dans l'eau au centre nautique de l'Aglo. Aujourd'hui, on peut apercevoir des éclaircies par moment. Est-ce le présage d'une fin de semaine ensoleillée? La réponse tout de suite avec Sandrine. Eloa, je fais ma loi. Eloa, je suis le roi. Eloa, tu connais pas. Et le retour du beau temps, c'est pour demain. Le soleil va briller du matin jusqu'au soir sans interruption. Et les températures vont elles aussi remonter avec des maximales de 18 à 20 degrés. Demain, nous serons le jeudi 18 avril, c'est la Saint-Parfait. Et le soleil nous accompagnera de 6h33 à 20h28. Et pour preuve de beau temps, Charles Schaeffer nous a envoyé une photo des bernaches du Canada. Elles sont de retour sur un étang entre Mouterhouse et Lemberg. Elles vont faire leur nid et repartiront à la fin de l'été. Un grand merci à lui pour cette très belle photo. Et si vous aussi vous voulez nous en envoyer, écrivez-nous par mail à l'adresse suivante ou alors sur notre page Facebook. Eloa,
c'est moi qui vois. Nouveau smartphone, vélo ou véhicule, avec le Crédit Mutuel, louer ou acheter, c'est vous qui voyez. Je réagis au doigt et à l'œil, même à distance. Fermap, des volets connectés à vous. On retourne à Eken-Ransbach. Ce matin, Marie-Morgane Lorenz et Laurie Couteau ont suivi Frédéric Gillat qui leur a offert une visite de la chapelle dont la tour aurait été construite à la même période que la cathédrale Notre-Dame de Paris. Regardez. Alors Frédéric Gillat, ici on se trouve à côté de la tour de la chapelle d'Eken-Ransbach qui a été a priori érigée en même temps que la cathédrale Notre-Dame de Paris. Probablement quelques années avant, hein, peut-être à l'origine une tour de guet qu'on appelle aussi un our en bois et puis qui a été construit en dur, hein, donc l'évolution de la pierre. Tout autour, bien entendu, on va avoir un village avec colombage, bois et torchis et ça va être les premières constructions en pierre. Hein, c'est exactement, on va être dans le même contexte que Notre-Dame à Paris où il y aura, au début au Moyen-Âge, les seuls bâtiments en dur vont être les châteaux, puis on va construire en dur les églises, les chapelles qui étaient également en bois à l'origine. Et justement, Notre-Dame de Paris, l'incendie, ça a touché énormément de monde. Est-ce que c'est parce qu'en plus d'être un monument du patrimoine français, c'est un édifice religieux ? C'était un édifice religieux, mais également surtout des lieux de pèlerinage. Hein, c'était un lieu d'éducation. Hein, au travers des images saintes, on apprenait la morale. Les gens ne savaient très peu lire, donc voilà, on faisait l'éducation entre, comme nous on l'appelle, notre civilisation judéo-chrétienne. Donc là, on est à l'intérieur de la chapelle, oui. Et on a vu que ce qu'il y a à l'extérieur, le bâtiment est très important, mais finalement, à l'intérieur, il y a aussi des éléments très importants. Il y a toujours les éléments clés. Hein. Donc on aura un chemin de croix aujourd'hui à l'intérieur qui souvent, il y en avait un à l'intérieur et un à l'extérieur pour les processions, hein, lors de jours bien précis, et bien sûr le chœur avec l'autel et la croix. Et j'imagine que c'est aussi pour ça qu'à Paris, les pompiers, pour Notre-Dame, se sont directement attaqués à l'intérieur pour sauver... Ils ont eu, on voit qu'ils avaient de l'entraînement, ils ont vraiment bien réagi à une vitesse incroyable pour sauver les trois choses, on va dire, essentielles qui sont la couronne d'épines du Christ. Nous avons la tunique du bon roi Saint-Louis et également donc un clou de la croix. Alors, je voudrais évoquer la possible reconstruction de Notre-Dame de Paris. Est-ce que c'est envisageable de la reconstruire à l'identique et avec les mêmes matériaux ? Alors, il faut la reconstruire et on va la reconstruire, c'est ce que tout le monde souhaite. Et puis on est capable aujourd'hui de le faire, j'en doute pas. Hein, par contre, maintenant, effectivement, le choix... surtout de la charpente, on va dire, pour ce qui est du statuaire, ce ne sera pas un problème. Par contre, sur le choix de la charpente, nous savons donc aujourd'hui, et par expérience, qu'il y a des cathédrales qui ont eu des incendies, notamment, on en parle pas mal, c'est Reims, en l'occurrence. Il y a Metz, il ne faut pas oublier notre cathédrale à nous, avec une charpente métallique. Nous avons une charpente en béton à Reims. Nous avons une charpente métallique qui a été mise en place à Cologne. Donc Cologne qui en partie a été copiée sur Notre-Dame, il faut quand même le dire. Notre-Dame, c'est la sœur, on va dire presque, de Cologne. Alors effectivement, laissons, je pense, faire les gens, les architectes des bâtiments de France, les ingénieurs choisir. Maintenant, est-ce qu'il faut aujourd'hui déforester? Là après il y a un choix peut-être écologique, il y a un choix de sécurité. Voilà, laissons-nous le temps. Je crois qu'il faut le dire, laissons-nous le temps. L'argent arrive très vite, mais laissons-nous le temps et avoir la bonne réflexion pour redonner l'éclat à Notre-Dame. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Je vous en prie, avec plaisir. Avez-vous déjà mangé dans l'obscurité la plus totale? C'est l'expérience qu'ont menée les 80 convives de l'association Vue d'ensemble et pour beaucoup d'entre eux, ce fut assez déroutant au début. Une action de sensibilisation au handicap visuel qu'a suivi Thomas Drouin, tout du moins a-t-il essayé.
Ce n'est pas une défaillance de votre téléviseur. N'essayez donc pas de régler l'image. Mais réaliser un reportage sur un repas dans l'obscurité totale, cela demande une petite dose d'imagination. Car quelques heures auparavant, les membres des associations Vue d'ensemble et Art de Vie avaient pris possession de la salle du restaurant sarregueminois La Petite Auberge pour y calfeutrer toutes les ouvertures et supprimer toutes les sources de lumière. Alors forcément, quand les convives arrivent, cela les déstabilise un peu. C'est bon. D'accord. Ouais. Ah oui, on voit. Il peut fermer, hein. Oui, oui. Il y a de la manche au clair, on a mangé. Mais toi, j'ai la lumière. Ne vous inquiétez pas. Toutefois, dans la salle, Diabel Sec, non-voyant et serveur d'un jour, est là pour les accompagner et les rassurer dans ces premiers instants du repas dans le noir. Parfait, tout le monde est rentré? Oui. Oui. C'est bien. Ça va? Ça va. Très bien. Ok. Et en général, même si je leur parle, ils me disent, vous êtes où? Ils disent, suivez ma voix. Le plus important, c'est ma voix. Après, bon, par contre, il y en a même qui sont tellement proches de moi. Ils me disent, vous êtes où? Ils disent, vous pouvez me toucher maintenant. Ah, ils me touchent en fait au niveau donc, de la poitrine. Tout ça. Ils disent, ah, vous êtes là, ou de l'épaule. Après, en fait, c'est vraiment plus rassurant quoi, pour eux. Après le dessert et 2h30 de repas, les lumières se rallument et les invités découvrent alors ce qu'ils avaient dans l'assiette, tout en partageant leurs trucs et astuces pour avoir réussi à manger sans ces repères visuels habituels. Déjà, on essaye d'appréhender un peu l'univers du plat, puisque l'assiette est relativement volumineuse. On ne connaît pas la disposition des mets, donc on essaie de découvrir un peu. Alors certains l'ont fait avec les mains, d'autres l'ont fait avec les outils plutôt fourchette. Moi dans mon cas, j'ai tout coupé. J'ai mangé en vrac. Les membres de l'association reviennent aussi sur les différents types d'handicaps visuels, car le but premier de ce repas est bien là, sensibiliser par l'action à la non- ou malvoyance et faire ainsi tomber les préjugés. Mettre des gens en situation leur permet de ressentir ce que les non-voyants vivent tous les jours. L'association alsacienne organise un repas de ce type tous les mois et elle fait salle comble à chaque fois. Cette étape sarregueminoise n'a pas échappé à la règle, puisque les 2 services de 40 personnes étaient complets, soit 80 personnes qui sont ressorties de ce repas dans le noir avec une nouvelle vision sur les handicaps visuels. Le viaduc de Rosebruck est en chantier depuis ce lundi. Ce viaduc qui supporte une partie de l'autoroute A320 date de 1971 et avec le temps, les piliers et les tabliers se sont endommagés. Il faut donc consolider l'ensemble de l'ouvrage qui mesure 234 mètres de long. Cela prendra environ 7 mois, dont 6 pendant lesquels la circulation sera assurée dans un sens puis dans l'autre. D'importants embouteillages sont donc à prévoir sur cette partie de l'autoroute qui accueille 34 000 véhicules par jour. Les lignes SNCF qui passent sous l'ouvrage ne seront pas impactées. Coût total de l'opération, près de 3 millions d'euros financés à 100% par les services de l'État. Plus de détails dans cette interview. Et donc ici en surface, on va procéder au renouvellement de la couche de chaussée, des joints d'ouvrage et de la couche d'étanchéité. Sur la partie du dessous, on procède à des renforcements de l'ouvrage assez conséquents puisqu'il nous faut réparer et renforcer les têtes de pile de façon à pouvoir lever l'ouvrage travée par travée et changer les appareils d'appui. Alors ce sont des travaux de réparation assez conséquents et assez lourds, néanmoins normal dans la vie de l'ouvrage puisqu'en fait cet ouvrage a été construit en 1971 et donc il nécessite des travaux de réparation conséquents à des périodes de sa vie normale. Les travaux donc sont conduits sur une durée de 7 mois au total, dont 6 vont impacter la circulation du dessus. En fait, on a 2 phases principales qui durent 3 mois chacune et qui visent à libérer la circulation de chaque tablier pour pouvoir les traiter les uns après les autres. Alors effectivement, le fait de passer de cette 2x2 voies à une section en
en basculement, donc en bidirectionnel. Ça va générer un peu de gêne à l'usager, surtout aux heures de pointe, puisqu'en fait on a sur cette autoroute un trafic pendulaire assez marqué, avec une heure de pointe matin et une heure de pointe soir. L'idée vraiment de prévention au niveau des usagers, c'est effectivement de rester sur l'autoroute à 320. C'est plus sécurisé que d'aller essayer d'emprunter le réseau secondaire. Et consciente des désagréments liés à ce chantier, la direction interdépartementale des routes de l'Est remercie d'avance les automobilistes de leur compréhension et leur recommande la plus grande prudence et surtout de modérer leur vitesse à l'approche des zones de chantier. Voilà pour l'info du jour. Après une courte page de pub, Sandrine nous lira les commentaires à la question du jour et on finira en cuisine comme tous les mercredis. A tout de suite. La vitrerie Alonso change d'adresse. Votre spécialiste en miroiterie et vitrerie accueille au 14 rue René François Joly à Sarreguemines, à proximité de l'hôpital. Non, ça se fête. L'anniversaire, c'est chez Best, votre centre commercial à Phare-et-Berzwiller, du 1er au 27 avril. Confiez votre véhicule au Garage de l'Albe. Notre équipe dispose des dernières technologies. Bancs de géométrie 3D, cabines de peinture et produits hydro, de la mécanique rapide et toute une gamme de véhicules d'occasion labellisés Car Garantie. Profitez de nos 1000 références de pneus à des prix défiant toute concurrence. Garage de l'Albe, la qualité relève du bon sens. L'atelier gourmand, l'étape gourmande en zone industrielle de Sarreguemines. Du pain frais toute la journée, des pâtisseries artisanales, des hamburgers maison fraîcheur garantie et tout un assortiment de pizzas et de sandwichs. Passez nous voir et pensez au drive. En ce moment, destination évasion avec le wrap Viva Mexico et le menu bacon New York. Toutes les tendances déco sont chez Pink, saison par saison et pour toutes les occasions. Votre paradis déco vous accueille sur plus de 1000 mètres carrés. Venez chez nous. En plus, le parking est gratuit à l'arrière du magasin. Pink à Sarrebruck, à côté de l'Europa Galerie. Fort de ses 70 agences et de ses 6000 intérimaires par jour, DLSI soutient le SFC en championnat. DLSI, l'énergie de vos emplois et de vos footballeurs. Match en retard pour le SFC ce week-end, toujours en quête de points. Les faïenciers s'en vont affronter les Alsaciens de Biesheim, un match à suivre dès 17h en direct sur Mosaïque Cristal. L'incendie qui a ravagé la cathédrale Notre-Dame de Paris lundi en fin de journée n'a laissé personne indifférent. L'émotion est palpable partout en France et nous avons voulu savoir ce que représente cet édifice pour les Sarregueminois. Comment avez-vous réagi? On vous écoute. Je voudrais que vous me disiez ce que vous avez ressenti quand vous avez vu les images de l'incendie de Notre-Dame de Paris. J'ai ressenti une douleur au cœur, j'avais mal au cœur. Voilà, je me suis dit on nous a touchés en plein cœur. C'est vrai qu'il y a quand même de l'émotion parce que voilà, c'est un monument que tout le monde connaît et voilà, de l'émotion. C'est dommage. C'est dommage. Bon, c'est un édifice public, d'accord. Ça représente quelque chose, mais c'est que de la pierre. Le personnel, les personnes sont plus importantes que la pierre. Touché quoi, hein. Voilà. Touché, émotive, voilà. C'est vrai que c'était notre patrimoine et partir en fumée. Moi j'étais vraiment étonnée parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça, j'étais aussi à Paris et avec ma mère encore on avait prévu de faire un voyage pour pouvoir refaire de nouveau tous les gros monuments et tout ça avec ma famille. Maintenant du coup il y en aura en moins mais franchement c'est vraiment dommage c'est parce que c'est quand même quelque chose un monument exceptionnel, très ancien et puisqu'il en reste ça va être compliqué maintenant. C'est triste, voilà. Ça m'a fait plaisir au contraire après de voir les gens qui étaient là devant et qui priaient. Et je me sentais complètement solidaire avec eux. Je me dis c'est ce qu'il fallait faire.
Voilà, qui priait pour que l'incendie s'arrête et pour montrer on est tous là. Effectivement, forte émotion, quoi, un truc qui s'en va, une partie de nous, quoi, hein, patrimoine, l'histoire, c'est surtout l'histoire. Vous y étiez? Moi j'y étais, hein, c'est vraiment impressionnant. D'ailleurs, dans toute église, quand on y rentre, on sent l'histoire, quoi, on sent, il y a une espèce de force, de vibration que je ne sais pas expliquer. Et bon, voilà, la grande cathédrale qui s'en va en flammes. Mais j'espère qu'elle sera construite, hein, peut-être avec d'autres matériaux. Qu'est-ce qu'il représente pour vous, ce bâtiment ? On pense tout de suite à la comédie musicale, voilà, ça fait partie de notre enfance et voilà. Un peu l'histoire de la France, c'est énormément de choses là-bas, le sacrement de Napoléon, tout ça. Bon, ça représente, comme dit, l'histoire, un patrimoine, une culture. Bien que je ne sois pas catholique pratiquant, mais c'est quand même quelque chose d'imposant, quelque chose de réel qu'on doit transmettre. C'est l'histoire, c'est la beauté, c'est symbolique. Voilà, c'est quelque chose qui est juste immense. Est-ce que vous aviez déjà visité Notre-Dame de Paris? Racontez-moi. Mais il y a longtemps, hein, ouais, quand j'étais enfant. De Paris Pas à l'intérieur, mais à l'extérieur, oui. Oui, bien sûr. J'ai eu l'occasion de le visiter. Et ouais, c'est joli. Vous l'aviez déjà visité? Oui, tout à fait, tout à fait. Et nous avons également abordé le sujet sur notre page Facebook. Sandrine, cela concerne la reconstruction de la cathédrale. Oui, tout à fait. Alors dans notre story, j'ai demandé à nos internautes s'ils allaient participer justement à la collecte nationale qui a été mise en place par la Fondation du patrimoine pour aider à cette reconstruction et qui s'élève déjà à près d'1 milliard d'euros. Alors sur près de 1000... Oui, c'est énorme. Sur près de 1000 votants, il y a 77% de nos internautes qui nous ont répondu que non, ils n'y participeraient pas. Et les internautes, par contre, sont tous d'accord pour dire que cet incendie est une réelle catastrophe et sont attristés pour notre patrimoine. Mais d'un autre côté, on a certains internautes qui sont un petit peu indignés de voir autant de fonds rassemblés en si peu de temps. On parle quand même d'1 milliard d'euros. Et on peut lire dans les commentaires, notamment, du coup, il y a des fonds qui arrivent pour la reconstruction, mais pas assez pour l'entretenir. Merci Sandrine pour cette analyse. On change de sujet maintenant et on s'intéresse aux séries. Regardez la question du jour. La nouvelle saison de Game of Thrones a démarré et pour les passionnés de séries, c'est parfois difficile de ne pas se faire spoiler. Quelles sont vos astuces? Répondez-nous dans les commentaires. Alors comment ne pas se faire spoiler? Alors autrement dit, c'est apprendre ce qu'il se passe dans un épisode avant de l'avoir vu. C'est quelque chose de très énervant, surtout quand c'est une série qu'on adore. Sandrine, nos internautes ont-ils des solutions? Alors Aurore par exemple nous a écrit ne pas aller voir sur le net. Laurette ajoute et encore moins sur des publications de ce genre. Alors c'est vrai qu'on n'avait pas forcément pensé, mais il y aurait pu avoir des internautes qui profitent de notre publication pour justement faire des annonces et heureusement personne ne l'a fait. On les remercie pour ça. Oui, tout à fait. Alors René nous a également écrit la meilleure façon de ne pas se faire spoiler une série, c'est de ne pas suivre de série. Et c'est visiblement la solution qu'a choisie Isabelle qui nous dit cette série je ne l'ai jamais regardée, je ne sais même pas de quoi ça parle. Donc c'est sûr que c'est efficace. Oui, là il n'y a aucun risque en effet. Merci Sandrine. Avec plaisir. Alors il y a quelques mois, nous vous avions fait découvrir l'aïkido pratiqué à Sarreguemines par l'Aikido Club. Venu du Japon, c'est d'abord un art martial avant d'être un sport. Une discipline qui repose sur l'harmonie entre les participants. Au mois de mars, les membres du club ont reçu le 6e dan, Alain Bacot, dans le cadre d'un stage. Et nous étions sur place, c'est signé Yannick Sûr. Bienvenue au club d'aïkido de Sarreguemines. Donc on organise aujourd'hui et demain un stage d'aïkido avec Alain Bacot, 6e dan. C'est un professeur de la région que l'on connaît depuis des années. Et là, on a à peu près une trentaine de pratiquants cet après-midi qui viennent de la Moselle. Il y en a même un qui vient de Colmar. C'est pour aussi les gens du club, pour pratiquer avec d'autres personnes. L'aïkido est un art martial qui est originaire du Japon. C'est un des arts martiaux les plus modernes. Il a été créé dans les années 30 par maître Ueshiba, qui est décédé en 1969. Et il nous a donné vraiment cet héritage qui est une activité, une discipline martiale complète. On n'est pas loin de 50 000 pratiquants en France.
hommes, femmes, enfants depuis quelques années. Et l'aïkido se développe, reste toujours un peu marginal, parce que pas de discipline de compétition, et ouvert à tout âge. Vraiment à tout âge, il y a des personnes qui commencent plus tard, et il y a même une activité senior au sein de la fédération. Senior grand débutant, donc à partir de 55 ans, les gens peuvent s'initier à la pratique d'aïkido, adaptée à leur morphologie. Et maintenant aussi un aïkido spécifique orienté vers les handicapés. L'aïkido, art martial, discipline martiale, différent des autres activités qui sont passées du côté sport, qui est louable, hein. Bien sûr la compétition a ses bénéfices, ses inconvénients aussi. Et nous, on est une famille où on rejoint toute la société, tous les niveaux, il n'y a pas de grade, il n'y a pas de couleur, de ceinture, donc tout le monde se retrouve pour pratiquer une discipline. Et souvent, on ressort beaucoup plus heureux que quand on est rentré sur tatami. Donc pas de compétition, c'est vraiment une particularité. Donc les gens, ils viennent, ils puisent quelque chose, il y a de l'échange avec les partenaires, c'est un partenaire, c'est pas un adversaire. Et ça change tout dans l'état d'esprit de l'aïkido, qui est un art martial basé beaucoup sur l'esquive, sur la relation à l'autre, mais qui reste avant tout un art martial guerrier. Un budo, ça veut dire former un homme droit, au cœur droit. Et il a besoin de se confronter à d'autres personnes qui simulent des attaques. Et nous, on essaye d'initier les personnes, à les guider pour accéder à un niveau supérieur. Il n'y a pas de couleur, mais il y a des degrés, des Q au sein des dojos pour arriver à la ceinture noire, premier dan, deuxième dan, qui sont des évaluations faites devant un jury national. On peut pratiquer uniquement pour le plaisir, ce que je peux comprendre très bien. Et par contre, d'autres ont besoin de se confronter à un niveau. Et comme vous voyez derrière moi, il y a beaucoup de personnes qui ont des hakamas, des jupes, des pantalons traditionnels. Ces personnes-là ont quelques années de pratique et on mélange tous les niveaux. Tout le monde pratique ensemble et tout le monde y trouve vraiment de quoi s'enrichir. Pour venir découvrir l'aïkido, vous pouvez venir au club d'aïkido Sarreguemines. Les horaires, c'est le lundi, le mercredi et le vendredi de 19h à 21h pour les adultes et le vendredi de 17h30 à 19h pour les enfants. C'est ouvert à tous, il n'y a pas de restriction d'âge, il n'y a pas de contraintes physiques particulières, ça s'adapte à toutes les personnes et à toutes les morphologies. On passe maintenant à notre chronique des sorties. Sandrine, cette semaine c'est Pâques et aujourd'hui c'est une spéciale Pâques. C'est ça, tout à fait. Et on va pouvoir profiter de notre long week-end de Pâques puisqu'il y aura plein d'activités à faire sur notre secteur. Et on commence au Moulin des Juilaires. Je vais laisser Sandrine Vogel, la responsable du site, vous en dire plus. Alors pour Pâques, on vous invite à venir en famille le lundi 22 avril, l'après-midi de 14h à 18h pour vraiment un programme familial bilingue cette année, c'est la nouveauté. Donc on va vous proposer un spectacle de la compagnie Tohubohu, qui est une compagnie alsacienne et qui va nous proposer un spectacle qui s'appelle Ek Schmeck. Et ce spectacle nous parle d'une petite princesse escargot qui ne veut pas vivre dans un château mais qui veut voyager notamment sur des branches que le jardinier a élaguées. Donc ce spectacle, rendez-vous à 15h et il sera rejoué à 16h30. Donc on aura du kamishibai en continu tout l'après-midi, des grands jeux en bois, du jeu de piste, un petit peu de chasse à l'œuf et puis tous les enfants sages auront naturellement en cette période de Pâques un petit sachet de chocolat. Et pour les plus grands, voire pour les enfants, il y aura visite guidée donc à 14h30 du moulin ou du rucher et à 15h30 de la scierie. Alors cette animation, elle est gratuite pour les enfants de moins de 6 ans et pour le reste du public, c'est un tarif unique à 4 € pour passer un très bon moment tout l'après-midi. Eh bien, le rendez-vous est pris. Direction ensuite la gare de Wolflin pour faire du vélo-rail. Tout à fait. Alors, c'est une animation qui est proposée par les associations Archéoptérix et T2SB qui sera organisée vendredi, samedi et lundi. Alors, il y a un parcours de 4 km aller-retour d'environ une demi-heure qui vous sera proposé. Le vendredi, vous pourrez également partir à la découverte de la nature et de l'histoire dans le bois de Blisbruck. Le samedi, un challenge sportif vous sera proposé. Et le lundi, après le passage évidemment du lapin de Pâques,
vous pourrez vous lancer à la chasse aux œufs. Alors des tickets pour participer à ces différentes activités sont déjà en vente à l'Office du tourisme de Sarreguemines et à la Poste de Veulflin. Et vous retrouverez toutes les informations sur les pages Facebook des deux associations. Et en parlant de chasse aux œufs, tu en as plusieurs à nous proposer. C'est ça, tout à fait. La première aura lieu au port de Sarreguemines et sera organisée par le club nautique Lorraine. Le rendez-vous sera donné ce dimanche à 15h. Et la deuxième aura lieu à Blisbruck. Tout à fait. Alors c'est dimanche et lundi. Vous pourrez partir à la découverte du parc archéologique, collecter des indices et peut-être repartir avec un cadeau du lapin de Pâques. La chasse sera ouverte de 10h à 17h. Et la dernière aura lieu à Vitersbourg. Oui, par le club Icar qui organise une sympathique chasse aux œufs sur son terrain d'aéromodélisme. Alors l'originalité, c'est que les enfants vont pouvoir ramasser les œufs qui tombent du ciel puisqu'un véritable largage va être organisé par les membres du club. Le rendez-vous est donné lundi à 15h. C'est original. Oui. Et un autre événement très attendu des enfants à Pâques, c'est l'installation de la fête foraine. Tout à fait. Alors elle s'installera comme chaque année sur la place de la Grande Armée à Sarreguemines. Les enfants pourront profiter des manèges du 20 au 28 avril de 14h à 20h, sans oublier le demi-tarif le mercredi. Et à Sourtes, maintenant, on fête Pâques aussi, mais avec un concert de rock. Tout à fait. Alors c'est la Pâques Rock qui est organisée pour la deuxième fois par l'US Sourtes. C'est ce dimanche à partir de 20h. Alors c'est une tribune offerte aux groupes régionaux pour les connaisseurs et les amateurs de soirées rock. Et pour cette deuxième édition, il y a 5 groupes qui vont se succéder sur scène pour vous en mettre plein la vue. Des billets sont déjà en pré-vente au tarif de 10 € dans différents points de vente, comme par exemple au Shamrock à Gutsenbruck ou encore au Vieux Sabot à Sourtes. Et vous pourrez retrouver la liste complète de ces points de vente sur la page Facebook dédiée à l'événement Pâques Rock. Très bien. Un autre événement qui n'en est pas à son coup d'essai, c'est le marché aux plantes et aux pots. Tout à fait, qui est organisé à Sarreguemines pour sa 9e édition. Alors, comme les années précédentes, il aura lieu au Moulin de la Blise à Sarreguemines. Et c'est le rendez-vous des amoureux du jardin. Les différents exposants déballeront dans les allées du site des plantes, des arbustes, des pots, des décorations et bien d'autres choses. Alors, ne manquez pas cet événement qui se déroulera samedi et dimanche de 10h à 18h au Moulin de la Blise. Parfait. Alors, c'est tout pour cette semaine. Mais un autre événement arrive à grands pas, c'est la Nuit des sorcières. Tout à fait, la fameuse Exenart qui sera à nouveau organisée cette année par le basket club de Hambar. Alors écoutez Johan Henry vous en dire plus sur cet événement. Alors il s'agit de la 8e marche de la Nuit des sorcières du basket club Hambar, notre traditionnel Exenart. Pour la tradition, chaque veille de 1er mai, donc le 30 avril au soir, nous faisons notre marche nocturne sur un parcours d'environ 5 km avec de nombreuses animations, des surprises. Cette année justement on a renouvelé le programme d'animation, donc ce sera une marche vraiment intéressante à découvrir ou à redécouvrir pour ceux qui sont déjà venus les années précédentes. C'est un parcours accessible à tous, sans difficulté. On va s'amuser, on va avoir un petit peu peur, mais juste ce qu'il faut. Voilà, c'est accessible pour tout le monde, pour les enfants, donc on peut venir en famille. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on organise un repas auparavant, donc à 19h, un repas pour lequel on peut s'inscrire jusqu'au 25 avril. Et ensuite le départ de la marche sera donné à 21h. Et au retour de la marche, la buvette sera ouverte bien évidemment toute la soirée. Buvette, petite restauration et également des animations donc dans la salle polyvalente de Hambar. Johan vient de l'annoncer, il y aura des réservations qui seront nécessaires pour cet événement, pour la marche comme pour le repas. Et vous pourrez retrouver toutes les informations nécessaires et les personnes à contacter pour les réservations sur le site internet du Basket Club de Hambar ou alors sur leur page Facebook. Merci beaucoup Sandrine pour toutes ces informations. Avec plaisir. On va se retrouver demain toutes les deux sur le plateau. Oui. Et pour terminer cette édition, direction Notre Cuisine, où nous accueillons Emmanuel Roche. Il a appris aux côtés des plus grands et c'est un peu son savoir-faire qu'il vous partage à travers cette recette. Je vous laisse la découvrir. Bon appétit, bonne fin de programme et à demain.
Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission Sucré-Salé. Aujourd'hui en cuisine, j'accueille Emmanuel Roche et avec lui on va préparer une entrée. Ce sera des noix de Saint-Jacques nacrées, épices et kumbawa accompagnées d'un foie gras accru mariné et d'une crème de curcuma et petits pois. Rassurez-vous, il va nous expliquer tout ça, mais avant je vous laisse découvrir son portrait. Emmanuel Roche est le chef de l'hôtellerie Saint-Hubert à Ambach depuis août 2018. Il y prépare une cuisine traditionnelle et gastronomique, toujours réalisée avec des produits de grande qualité. Sa carrière professionnelle est très riche. Après une formation de charcutier traiteur, il a suivi des stages de cuisine avec M. Paul Bocuse et a travaillé dans des maisons prestigieuses telles que Trois Gros ou le Martinez. Son amour pour la cuisine lui vient de sa grand-mère. Il se passionne pour le bon vin et aime la lecture culinaire. Durant sa jeunesse, il a aussi été sportif de haut niveau avec une ceinture noire 2e dan en taekwondo. Emmanuel Roche, bonjour. Bonjour. Je suis ravie de vous accueillir dans notre cuisine aujourd'hui. Et avec vous, on va préparer une entrée très sophistiquée. Pas tant que ça. Pas tant que ça. Vous allez pouvoir nous expliquer tout ça, mais avant de parler un petit peu de cette recette, j'aimerais d'abord savoir si vous préférez cuisiner plutôt du sucré ou plutôt du salé. Je suis plus, on va dire salé. Ouais. J'ai fait beaucoup de sucré, mais quand même beaucoup plus salé. D'accord, très bien. Bon, on va découvrir tout ça ensemble. Alors j'aimerais savoir pourquoi vous avez choisi de nous présenter cette recette aujourd'hui. Déjà, on a utilisé les produits qui sont de saison, ouais, et surtout des produits locaux, quoi. D'accord, très bien. Comme l'asperge qui est d'Alsace. Ok, bon, on va pouvoir parler de tous ces légumes en détail dans un instant. Je vous laisse d'abord découvrir les ingrédients. Pour préparer ces noix de Saint-Jacques nacrées, épicées kumbawa, foie gras accru mariné, crème de curcuma et petits pois, il vous faudra des noix de Saint-Jacques, du foie gras cru mariné, une betterave rouge, une betterave chioggia, des fèves de soja, un kumbawa, du poivre de Sichuan, des asperges blanches, des asperges vertes et du persil plat. Il vous faudra aussi de la sauce curcuma, de la sauce petit pois, de l'huile d'olive, de l'huile berbère, des fleurs comestibles, des baies roses et du sel de Guérande. Alors, on a maintenant découvert tous les ingrédients. Comment on va les travailler ? Alors déjà, ils sont travaillés comme beaucoup de produits qui ont été cuits un petit peu à l'avance. Produits crus, une betterave chioggia. D'accord. C'est une betterave traditionnelle comme une betterave rouge, sauf qu'elle a la même texture et la même couleur qu'une betterave traditionnelle. D'accord. Sauf qu'on voit le graphisme qui est à l'intérieur uniquement quand on l'a coupée. Ok, d'accord. Ne pas se tromper avec ces produits-là, quoi. C'est sûr. Après, c'est plusieurs textures. La betterave traditionnelle, comme les betteraves sucrières, on va dire, ce produit est déjà cuit. D'accord. Ce produit-là est le même, travaillé différemment. Autrement, tout le reste est cru. D'accord, donc il y a juste la betterave rouge. La betterave rouge qui est cuite. Qu'on a cuite. Tout à fait. Combien de temps Ça cuit énormément. Nous, on cuit en basse température, un peu plus de 2 heures. D'accord, ok, très bien. Donc ça, on peut le préparer à l'avance. Préparer à l'avance, vous le laissez dans un bouillon. D'accord, très bien. Et du coup, l'autre qui est cru, mais qui ont juste été découpées différemment. Elles ont juste été épluchées. D'accord. Et coupées différemment à la mandoline, quoi, ou au couteau si. Ok. Et à côté de ça, on a aussi des asperges. Asperges. J'insiste, française, Alsace. Alsace. Et là, pareil, au niveau de la préparation, elles sont déjà cuites aussi. Elles sont déjà pré-cuites. Prévoyez à peu près, nous, ce qu'on appelle, c'est une cuisson à l'anglaise ou une cuisson à blanc. Vous faites simplement bouillir de l'eau avec un peu de sel, citron, surtout pas oublier le citron, autrement le produit noirci. Vous montez à ébullition. Vous plongez votre produit dans un bain bouillant. Prévoyez entre 6 et 8 minutes, tout dépend de la grosseur des asperges. Donc c'est parti, on va pouvoir déjà les mettre en place.
La base, le pré-montage est déjà, ça c'est un produit qu'on peut faire un tout petit peu à l'avance. D'accord. Quelqu'un qui a 10 personnes, admettons, ou 8 personnes chez elle, c'est un produit qu'elle peut faire à l'avance. Ok, on va terminer nos assiettes et on va ensuite lancer notre cuisson de Saint-Jacques. On va se retrouver pendant la cuisson, mais je vous laisse regarder d'abord la petite histoire de la noix de Saint-Jacques. La coquille Saint-Jacques fait partie des mets raffinés, mollusques bivalves de la famille des pectinidés. En Europe, elle vit dans le nord de l'Atlantique et dans la Méditerranée. Depuis 1996, d'autres espèces que Pecten maximus sont autorisées à porter le nom commercial de Saint-Jacques ou noix de Saint-Jacques. Ainsi, d'autres pectinidés du genre Pecten portent cette dénomination, ainsi que des espèces proches comme les pétoncles. Pour les produits transformés contenant de la Saint-Jacques, le nom scientifique et le pays d'origine des mollusques utilisés doivent être indiqués dans la liste des ingrédients. La mention Pecten maximus correspond à la coquille Saint-Jacques endémique de la Manche. En France, la coquille Saint-Jacques de Normandie a été le premier produit non transformé à bénéficier d'un label rouge reçu en 2002 pour la coquille fraîche et entière. Alors, on a sorti deux noix de Saint-Jacques. Et du coup, qu'est-ce qu'on va devoir faire avec? On va l'épauler, donc faire chauffer sa poêle. L'huile d'olive que j'ai ramenée, c'est une huile que je récupère chez un ami, c'est une huile berbère. D'accord. C'est une huile qui vient du Maroc, elle vient réellement du Maroc, c'est une huile traditionnelle, quoi. Mais cette huile-là aussi, c'est plus une histoire de goût, quoi. Okay. J'ai eu l'occasion de la voir et c'est vrai qu'elle a une structure qui est, sachant que c'est un premier jus à froid, c'est comme une huile traditionnelle, mais c'est une très bonne huile qui est excellente pour la cuisine, quoi. On peut lancer la cuisson. Ce qui est important, toujours saler et poivrer le produit avant. C'est complètement différent. Il y en a qui vont l'assaisonner en poêle. Et du coup, la noix de Saint-Jacques, on l'assaisonne comment? Salé, poivré, uniquement salé, poivré. Après, vous pouvez mettre toutes sortes d'aromates, mais il vaut mieux mettre les aromates en fin de cuisson. Ok. À la base, c'est uniquement salé, poivré. Donc j'ai amené plusieurs sortes de sel. Il y a un sel de Guérande. Sel de Guérande pour assaisonner, ça va plus pour la finalité d'un produit. Parce que déjà, le sel de Guérande est beaucoup plus gros. Donc il vaut mieux travailler sur un sel fin. Donc ce qui est important, éviter de trop saler. C'est pas un produit qui demande énormément de sel. C'est déjà un produit qui est déjà salé par lui-même. Ça, c'est un produit à éviter de faire trop longtemps en avance. Donc ce qui est important, c'est vraiment de chauffer la poêle. Comme la Saint-Jacques aussi, on peut la travailler directement, voire vous pouvez la marquer en gros sur une espèce de triangle. C'est simplement pour avoir un rendu, parce qu'elle va s'éclater, elle va s'ouvrir et ça va donner un léger marquant. Dès que l'huile est bien chaude. C'est un produit à surveiller. Après, il faut éviter la surcuisson, quoi. Une Saint-Jacques, elle se mange nacrée. On a l'impression qu'elle est quasiment crue à l'intérieur. Elle est quasiment crue. Et du coup, à côté de nos noix de Saint-Jacques, on a préparé différentes crèmes. Est-ce qu'on peut un petit peu en parler et dire comment elles ont été réalisées? Alors celle-ci, c'est une crème de curcuma et celle-ci, c'est une crème de petits pois. La crème de petits pois, à la base, elle est faite avec des petits pois frais. Vous pouvez le faire avec du surgelé aussi. Vous faites un bouillon de volaille. D'accord. Vous plongez vos petits pois dedans. Après, vous mettez l'assaisonnement que vous voulez mettre, les aromates que vous voulez mettre. Dès que ces petits pois sont cuits, ça va très très vite. Faut pas se cuire en quelques minutes. Toujours refroidir un produit pour bloquer la chlorophylle du produit, c'est-à-dire la mettre dans un produit avec des glaçons, le produit va rester vert. Après, une fois que vous avez refroidi le produit, vous mettez ça dans un blender. C'est un produit, après vous gardez le bouillon, vous remettez du bouillon, du beurre, de la crème, votre assaisonnement, et après vous lui donnez la texture que vous voulez. Pour en faire un consommé, pour en faire une soupe, pour en faire des sauces. Nous, c'est quand même à la base, comme je viens de le dire, c'est un produit à la fin qu'on crème, qu'on fait réduire, et après en fonction de l'utilité que vous pouvez en avoir, vous pouvez avoir quelque chose de très liquide, comme quelque chose de, on va pas dire compact, on n'est pas là pour faire une purée, mais on pourrait quasiment, quoi. D'accord. Après celle-ci, c'est une crème de curcuma. Alors on passe sur on part sur un fumet de poisson, un fumet de champignons, car c'est la cuisson des champignons et le jus qui se dégage, c'est ce qu'on appelle un fumet.
C'est un produit après qu'on met dans une casserole. On va la monter en ébullition, on va la faire réduire. Une fois qu'elle est réduite, là dedans après moi je rajoute mon curcuma. Vous pouvez mettre du curcuma, du curry, après oui, ce qu'on veut. Crémer, et après on travaille en réduction pour avoir la texture qu'on veut. C'est que plus vous allez faire réduire un produit, plus le produit va arriver à être... Et puis il va être crémeux aussi. Tout à fait. Donc là on arrive quasiment à la fin. Ce qui est important, c'est de préparer un torchon ou des papiers absorbants, Surtout éponger le produit, Avant de le mettre sur l'assiette pour éviter ça évite les couleurs, ça évite simplement les couleurs. Qui coule et qui fasse des traces. Juste avant aussi, on avait le foie gras. Oui. Qui a été préalablement. Alors là, on est parti sur un lobe frais. D'accord. Les lobes que j'ai utilisés, c'est le lobe du Sud-Ouest. C'est un produit français avec c'est même pas une AOP, c'est une IGP. D'accord. Donc c'est vraiment un très bon produit. Et ce produit-là, vous le gardez à cru, c'est un lobe qui est cru. Vous taillez des cubes, vous laissez aller votre imagination sur ce que vous voulez. Nous, on a décidé de partir sur des petits lingots. Ce produit-là, il est quand même mariné, on l'a fait mariner hier soir. D'accord. Il est simplement salé, sucré. Moi, je sais que dans mon assaisonnement, je mets sel, poivre, sucre. Et le vin qu'on a utilisé, en général, tout ce qui est vin liquoreux. D'accord. Vous pouvez travailler un baume de Venise, vous pouvez travailler un Sainte-Croix, une vieille vigne, une vendange tardive aussi. Et du coup, on le laisse vous l'assaisonnez, vous assaisonnez votre produit. Ouais. Une fois qu'il est assaisonné, vous le mélangez, vous versez votre liquide. D'accord, donc j'ai badigeonné par-dessus. Vous le filmez, vous réservez ça dans votre frigo. Ok. Au moins la veille. Au moins une nuit. Il faut vraiment qu'il prenne de l'arôme. D'accord. Donc après ce produit-là, en sachant qu'il est accru, vous pouvez le travailler avec un produit cuit. Le rendu ne sera pas le même. Soit vous pouvez le mettre comme ça. Après, c'est une histoire de montage. Rien n'est figé dans une recette. Deuxième chose importante après, c'est la Saint-Jacques. Une fois qu'elle a commencé un tout petit peu à tirer, elle va rester un petit peu translucide, elle va être nacrée. En sachant que si vous travaillez un produit frais, il y a beaucoup moins de pertes qu'un produit surgelé. Une Saint-Jacques, quand elle est congelée, il rajoute de l'eau dedans. Ça va de 10 à 30%. Donc après, si elles sont congelées, elles vont réduire et perdre beaucoup plus d'eau. Elles vont réduire, elles vont se gorger. En goût, vous n'aurez pas le goût de la Saint-Jacques fraîche. Pour le montage, on a pris un petit peu de poivre de Séchouan avec les asperges, juste une graine. Et tout est dans vraiment la finition au final. Tout du montage. Après, nous, on a cherché à avoir vraiment un visuel des baies roses. Après, là, on a cherché vraiment à avoir quelque chose de graphique et quelque chose d'agréable en couleur. Et la chose importante, c'est le kombawa. Le kombawa, ça ressemble étrangement, gustativement, un peu au citron. Oui, mais du coup, c'est un produit qu'on utilise pour son zeste ou quand même aussi pour son... C'est un produit, c'est uniquement pour son zeste. Uniquement pour son zeste. Ça n'apporte rien, ce qu'il y a à l'intérieur, franchement, ça n'apporte rien du tout. Mais c'est un produit, si vous voulez vraiment le conserver, vous pouvez le mettre directement dans votre congélateur. D'accord, ok. Donc après, vous en mettez un tout petit peu dessus. Je peux même me permettre de vous le faire sentir. C'est vrai que vous avez vraiment l'impression d'avoir un citron. Ah oui, c'est vrai. C'est super. Un citron, comme un citron vert au final. C'est un genre de citron vert, mais qui a une puissance. C'est un peu comme le citron caviar. Ça a énormément de puissance en bouche. Après, on utilise des sauces qui sont chaudes. Vous mettez un petit peu comme vous le désirez. Après, nous prenons les Saint-Jacques. Donc après, c'est simplement pour la finalité du produit. La touche finale, on va travailler de la fleur comestible. Sachez que toutes les fleurs ne sont pas comestibles. Il y a certains de mes confrères, ce qu'ils ils font des salades, des salades complètes de... Que avec des fleurs. Qu'avec des fleurs. Tout se mange, dans les fleurs comestibles, tout se mange. D'accord. On va rester un petit peu dans le visuel. Ce produit-là, il est quasiment terminé. Moi, ce que je conseille, c'est juste avant un envoi, si vous avez une huile un petit peu parfumée, une bonne huile olive, vous la travaillez, mais une huile aromatique, vous pouvez verser sur une pipette, pipette c'est plus facile de gérer qu'à la cuillère. Vous arrosez votre produit juste avant d'envoyer. D'accord. Et après vous vous faites plaisir. Ok, en tout cas la mise en assiette est terminée. Il va nous rester une étape, c'est la dégustation. Mais avant ça, je vous propose d'écouter les conseils du sommelier avec un vin qui va accompagner cette entrée. Bonjour chère Sandrine, chers téléspectateurs. Pour ce repas d'aujourd'hui, nous avons choisi un vin du Sud. Le Vionnier, nord-sud de Laurent Miquel. Ces parcelles sont dirigées une partie vers le sud, une partie vers le nord. Les caresses du soleil du matin vont l'embellir. C'est un raisin assez aromatique. Que sur le fruit, sec, avec ce repas qui va passer à merveille. Je vous souhaite un bon appétit. Donc voilà,
on va pouvoir passer à la dégustation de notre produit. Alors juste avant de le déguster, on va l'assaisonner, c'est ça? Encore Après vous l'assaisonnez un petit peu aussi. Moi ce que je conseille c'est une huile un petit peu aromatique. Donc c'est pour ça là je vous ai amené ce que je vous parlais, l'huile berbère. Alors, moi ce que je vous conseille c'est d'en goûter une nature et une où je vais simplement légèrement vous l'arroser. D'accord. Le foie gras pareil. Ok. Donc essayez de prendre le même produit non assaisonné, ça change complètement la structure en bouche. C'est pas une autre recette, mais ça vous amène une autre différence. Quoi. Moi, je vais vous suivre. Ouais, avec plaisir. En sachant que par contre, tous les éléments qui sont dans l'assiette sont tous des éléments mangeables. Donc, c'est pas uniquement de la décoration. Même les fleurs, on peut tout manger. Fleurs comestibles. Là, on peut faire les gourmands jusqu'au bout. Là, vous pouvez y aller. C'est super bon. Le foie gras, en tout cas, on sent bien. Je trouve qu'on sent qu'il est sucré. Enfin, il est sucré. Donc là, j'ai goûté les deux. C'est vrai qu'avec l'huile, ça apporte encore un autre goût. Mais en tout cas, une touche supplémentaire. Déjà, il y a plein de textures dans ce plat entre le croquant des légumes et c'est ce qu'on a un petit peu cherché, le fondant de la le moelleux, noix, le croquant. Dans l'assiette-là, il manque. Allez, on va dire, si on veut aller beaucoup plus loin, une glace, je sais pas, une glace au foie gras ou un sorbet ou un granité. Là, après, vous avez toutes les textures. Là, on serait au top. Mais en tout cas, c'est un plat qui est déjà très, très, très complet, même si c'est au final qu'une entrée. Et ce que je vous propose, c'est de tenter de refaire cette entrée chez vous, ou en tout cas, au moins, de vous inspirer un petit peu de toutes les techniques que notre chef nous a dévoilées aujourd'hui. Alors, c'est une recette que vous allez pouvoir retrouver sur notre site internet www.mosaïque-cristal.tv. Et puis sinon, si vous avez envie de déguster aussi d'autres produits, vous pouvez vous rendre directement à l'hôtel-restaurant Saint-Hubert à Ambar. Et puis vous allez pouvoir être accueilli par notre chef Emmanuel Roche. Il n'y a pas de souci. Un grand merci d'avoir participé à cette émission. Et puis il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon appétit et une très belle journée.